Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, première visite d'une délégation égyptienne à Tripoli depuis 2014, un déplacement qui soulève d'importantes interrogations quant au jeu d'alliance de l'Égypte qui soutient jusqu'à présent le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen qui combat le gouvernement de Tripoli. Au Bénin, l'opposition réclame une révision des listes électorales dans la perspective de l'organisation de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Le parti des démocrates, notamment, exige un audit du fichier électoral, mais aussi l'annulation de plusieurs réformes politiques controversées adoptées en 2019 par le gouvernement. Les opportunités économiques qui lui sont offertes sont souvent inadaptées. L'inquiétante flambée du chômage qui touche de plein fouet la jeunesse africaine, problématique une nouvelle fois soulevée par l'Organisation internationale de la francophonie qui plaide pour plus d'actions de la part des gouvernements en faveur de l'emploi des jeunes. On commence ce journal par la date désormais fixée en Côte d'Ivoire pour les élections législatives. Elles se tiendront le 6 mars 2021, c'est ce qu'a annoncé la Commission électorale indépendante. Autre annonce, l'ouverture des dépôts des candidatures dès la semaine prochaine. La fixation de ce calendrier intervient dans un contexte marqué par des tensions politiques persistantes, vous le savez, entre pouvoir et opposition, depuis la réélection du président Alassane Ouattara à un troisième mandat controversé. Et c'est une première depuis 2014. Une délégation égyptienne s'est rendue à Tripoli pour une visite officielle. C'était dimanche. Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. La délégation a été dépêchée auprès de ce gouvernement. Le but est de normaliser les relations diplomatiques entre les deux pays, relations très tendues, surtout depuis que l'Égypte a décidé d'apporter son soutien au maréchal Khalifa Haftar, rival du Premier ministre Fayez al-Sarraj. Le compte-rendu de cette visite dans ce sujet d'Aïssatou Bari. Pour la première fois depuis plus de 6 ans, une délégation égyptienne était en visite officielle à Tripoli dimanche 27 décembre auprès du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj. Objectif, normaliser les relations diplomatiques interrompues en 2014, mais aussi de rétablir des liaisons aériennes entre le Caire et Tripoli et de lancer des projets de coopération, notamment sécuritaires. L'Égypte joue sa sécurité nationale sur le dossier libyen. Deuxième facteur, c'est que il y a des dissensions au sein du gouvernement libyen autour de la personne du chef du gouvernement, M. Sarraj, d'une part, et Bachar, le ministre de l'Intérieur, d'autre part. L'Égypte cherche à renforcer sa position en Libye. Cette visite intervient alors que ces derniers jours, la tension est un peu montée après l'appel du maréchal Khalifa Haftar à reprendre des armes contre l'occupant turc. Les affrontements ne sont que verbaux pour le moment. Le cessez-le-feu signé en octobre 2020 sous l'égide de l'ONU reste toujours en vigueur. Selon les autorités libyennes, cette visite avait également pour objectif d'appuyer davantage l'accord de cessez-le-feu. La politique américaine à la faveur de l'élection de M. Biden va très certainement changer. L'Égypte prépare ses cartes, prend langue avec le gouvernement de Tripoli, assure M. Haftar de son soutien dans le but de peser lors des négociations finales en faveur de l'accession de M. Biden au pouvoir. Un exploit de l'avis de certains observateurs étant donné que l'Égypte est considérée comme un soutien du camp adverse, notamment celui du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Pour marquer cette nouvelle page de l'histoire des deux pays, l'ambassade égyptienne à Tripoli pourrait donc rouvrir 6 ans après sa fermeture. L'opposition béninoise exige un audit indépendant de la liste électorale avant l'élection présidentielle prévue en avril 2021. C'est ce que réclame notamment le Parti des démocrates. L'opposition constituée en collectif dénonce en outre son absence du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Ce dimanche 27 décembre 2020 à Cotonou, un collectif des partis politiques de l'opposition est monté au créneau en prélude de la présidentielle d'avril 2021 au Bénin. Cette première sortie médiatique des partis d'opposition est axée sur plusieurs points, notamment le processus électoral, la liste électorale et les injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à l'État béninois.
Les législatives exclusives du 28 avril 2019 ont engendré l'installation de 83 députés de la mouvance et l'entièreté des membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI, tous issus des deux blocs politiques soutenant le président Patrice Talon. L'opposition réprouve la crédibilité de l'actualisation de la liste électorale en cours et réclame un audit indépendant du fichier électoral. Signalons qu'avec le RAVIP, plus de 2 millions de personnes reçoivent des actes de naissance dans une totale opacité et en dehors des structures prévues pour la délivrance de tels actes. Les partis, associations, mouvements et personnalités de l'opposition du collectif jugent inadmissible l'organisation des élections sur la base d'une telle liste et en exige un audit indépendant avant toute utilisation. L'opposition a exigé, entre autres, la convocation en urgence des assises nationales, la fin du mandat du président Patrice Talon pour le 5 avril à minuit et la passation de charge à son successeur le 6 avril, conformément aux dispositions de la Constitution du 11 décembre 1990, sur laquelle il a prêté serment. Nous invitons toute l'opposition à se mettre ensemble et à s'unir davantage avec le peuple béninois afin de poursuivre sans répit la lutte pour le rétablissement de la démocratie. En réaction aux 4 exigences formulées par le collectif de l'opposition, un député de la mouvance présidentielle a désapprouvé leurs recommandations, de quoi alimenter cette tension préélectorale. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré est réélu au premier tour le 22 novembre, a prêté serment ce lundi. J'entends gagner le pari de la sécurité et de la stabilité. C'est ce qu'il a déclaré dans son discours d'investiture. La sécurité, le défi numéro 1 du président du Burkina Faso, pays qui s'est enfoncé dans le chaos avec des attaques terroristes quasi quotidiennes. Corinne Kamsewane. Jure devant le peuple burkinabé. Un serment du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré qu'il introduit officiellement dans son second mandat avec sa victoire dès le premier tour au scrutin présidentiel du 22 novembre 2020 par un score de 57,74%. Celui qui dirige le Faso depuis le 29 novembre 2015 s'engage à œuvrer pour la réconciliation nationale avec dans l'urgence l'organisation des consultations élargies. La réconciliation nationale que j'appelle de tous mes voeux doit aller au-delà des questions conjoncturelles pour nous permettre de définir ensemble les bases d'une société burkinabé fondée sur les valeurs cardinales du travail, de la probité, de la dignité et de la défense de l'intérêt national que nous léguerons à la postérité. Le président Kaboré a également rappelé la nécessité d'œuvrer pour l'éradication complète de la menace sécuritaire dans son pays. Les chiffres officiels affirment que plus d'1 million de personnes ont dû se déplacer du fait des violences dans le nord et l'est du pays. Ainsi, le retour des déplacés, la stabilité sont, selon les promesses du président Kaboré, les chantiers auxquels il doit s'attaquer sans tarder pour une véritable relance économique du pays. Nous devons nous départir de toutes les tentatives suicidaires de repli identitaire et de la stigmatisation des communautés entières consécutives à l'action des groupes armés terroristes dans certaines localités de notre pays, parce qu'elles sont toutes attentatoires à la paix, à l'unité et à la cohésion nationale. De même, nous devons poursuivre et renforcer la lutte contre la corruption, les passe-droits et l'incivisme qui annihilent tous nos efforts de développement. 10 chefs d'État africains ont répondu présents à cette cérémonie d'investiture. Devant ses pairs, le président Kaboré a également promis de continuer à agir dans le sens de l'intégration régionale, gage de stabilité et de développement du continent. Toujours au Burkina Faso, Alassane Balassah Kandé, cadre au sein du parti au pouvoir, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, a été réélu ce lundi président du Parlement. Une réélection avec 123 voix sur les 127 que compte la Chambre basse. Il est donc reconduit à la tête de l'Assemblée nationale sans suspense car il était le seul candidat à sa propre succession pour cette 8e législature.
Le gouvernement togolais et l'Union européenne ont signé une convention portant sur une subvention de l'UE en faveur des 4 communes de Yao situées dans la région des Plateaux, un fonds destiné à l'amélioration de la gouvernance. Plusieurs secteurs, vous allez le voir, sont concernés. Marie-Joëlle Ballot. Devant l'évolution rapide de la population urbaine, le gouvernement togolais, en adéquation avec l'Union européenne, va bénéficier de 2,615 milliards de francs CFA. Ce financement vient en appui aux 4 communautés de la préfecture de Ao dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance urbaine et de l'ouverture sociale au Togo. Cette subvention confirme notre soutien concret aux communes togolaises et s'ajoute à nos appuis à la tenue des élections locales de 2019, à la mise en place du fonds d'appui aux collectivités locales, ainsi qu'à notre cofinancement du programme d'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale au Togo. À travers ce projet, le gouvernement togolais entend faire participer les couches les plus vulnérables au développement local. Ainsi, femmes, jeunes et personnes vivant avec un handicap vont bénéficier de la délivrance de 10 000 actes de naissance. 2 000 femmes et enfants auront droit à des cours d'alphabétisation. De plus, ce projet va activer l'autonomisation et l'entrepreneuriat à travers l'agriculture, l'accès aux services d'eau et d'assainissement. Population des communes, dans le cadre du développement local, gagnerait à être plus autonome en matière de création d'entreprises, en matière d'auto-emploi. Au Togo, les femmes ont beaucoup d'activités commerciales, beaucoup d'activités entrepreneuriales, mais n'ont pas la maîtrise des outils de travail, ouvrir un compte bancaire, tenir un compte, tenir une caisse. Cet appui permettra d'autonomiser les femmes en les rendant plus libérales par rapport à leur illettrisme. Cette action, qui dure sur 4 ans, va toucher directement les 311 000 habitants de la préfecture de Ao à travers la mise en œuvre du projet dans les 4 communes. Coordonnée par la commune de Ao 1, cette initiative participe au renforcement du partenariat entre le Togo et l'Union européenne dans les actions de l'organisme en faveur de la gouvernance locale. Les jeunes représentent sur le continent africain 60% de l'ensemble des personnes actuellement sans emploi. Ce taux est encore plus élevé dans des pays comme la République du Congo ou encore le Sénégal. Chômage et sous-emploi. L'Organisation internationale de la francophonie s'est récemment exprimée sur ce fléau. Marie-Raphaël Antolo. Suite à la tenue de la grande consultation de la jeunesse francophone qui a mobilisé plus de 10 000 jeunes issus de 83 États et gouvernements membres de la francophonie et qui s'est déroulée pendant 2 mois précisément de mai à juillet 2020, une émission consacrée à la jeunesse francophone intitulée Parole aux jeunes a été organisée. Cette émission qui s'est tenue le 22 décembre 2020 a été l'occasion idoine pour la jeunesse francophone africaine de parler des difficultés qui sont les siennes. Elle aura surtout partagé ses attentes en termes d'éducation et de formation. Le problème est surtout au niveau de l'orientation, parce que les jeunes ont la volonté, mais n'ont pas toujours la connaissance des besoins sur le terrain. Nous, on a vu par exemple on a besoin d'une collaboration entre les établissements scolaires et les entreprises, parce que ce sont eux qui éduquent les jeunes et c'est nous qui connaissons les besoins. Donc, pour ce qui est du recrutement, par exemple, au sein de notre entreprise, on a plus de difficultés sur les métiers techniques qui sont des métiers liés à la réalité actuelle. L'accès à l'emploi, ou mieux, à l'emploi décent, reste également une problématique persistante pour les populations jeunes en Afrique. La tribune offerte par l'OIF a permis à la jeunesse de poser les problèmes de la durabilité de l'emploi. Selon une déclaration de la secrétaire générale de l'OIF, ces priorités ainsi définies donnent un sens profond à l'action actuelle de l'organisation et dessinent un cap à tenir pour l'avenir de la francophonie. Nous pensons qu'il est important de préparer la jeunesse à l'emploi parce que c'est plus facile d'être employé quand on a des talents d'employabilité. Et donc pour nous, c'est l'accompagnement de cette jeunesse à travers différents programmes, dont le soutien à l'entrepreneuriat, à l'innovation. On va commencer la formation sur les métiers du numérique. Et la jeunesse francophone est une jeunesse qui est engagée, qui veut faire au-delà de leurs propres intérêts. Ce grand exercice de citoyenneté qui a placé les jeunes au cœur des débats sur les problématiques majeures du continent entoure la célébration du 50e de la francophonie cette année 2020. Une approche participative qui, selon les responsables de l'institution, devrait se pérenniser au cours des prochaines décennies.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.